Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 23 août. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. L'ouverture aujourd'hui du Salon international d'art contemporain, Art 3F, sous le chapiteau de Fontvieille. Salon qui se veut toujours aussi décontracté et populaire et où l'émotion n'a pas de prix, comme nous le confirmera dans un instant son fondateur, Serge Benanka. Nouveau grand week-end de sport en rouge et blanc avec en football l'AS Monaco en déplacement à Lyon, le MR7, les rugbyman du Monaco 7 à La Rochelle et Charles Leclerc en piste à Zandvoort pour le retour de la F1 après une très longue coupure estivale. Et puis nous irons à la rencontre en plein entraînement de nos représentantes monégasques, tout l'art et la grâce de la gymnastique acrobatique. Tout un art aussi, celui d'un déménagement réussi, comme nous l'expliquera Vanessa Dessy auprès de la société Révéli. Enfin, la suite de votre journal, à 19h30, le grand art, cette fois au bord de l'eau, avec le retour du rendez-vous culturel de Monaco Info, la table des matières, présentée par Geneviève Berthy et Françoise Gamerdinger. La thématique choisie autour des artistes, je cite Barcelo Capron, la mer au centre de l'expression artistique de Monaco. Mais avant d'ouvrir une grande page culturelle, les sports et la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. Match vedette programmé ce samedi 17h. Monaco-Lyon, véritable premier grand choc de la saison. Gaëtan Lebrun. Une affiche de rêve entre deux clubs européens cette saison et une occasion parfaite pour les hommes d'Adi Hütter de confirmer, après la victoire face à l'AS Saint-Etienne, et de bien se placer dans cette course au podium. For sure, it's a big clash for us because also the ambitions of Olympique Lyon is to qualify for the Champions League. They have the squad for that. They were the second best team in the second part of the season. We're facing a really good team with lots of experience. The defeat in Rennes, it was for me a little bit a surprise because also Rennes is a top team, but they had a fantastic day. But Lyon at home, they are really strong, and yeah, we are also ready for this clash, and I hope we bring a better result home to Monaco as the last in the spring. It was, I think, in April. I don't know. La nouvelle recrue monégasque Jordan Tézé était présent en conférence de presse et devrait être présent sur la feuille de match demain face à l'OL. Le jeune néerlandais de 24 ans a déjà séduit le Rocher, de par sa polyvalence à la fois au poste de défenseur, mais aussi en langue française. You want me to speak in English or French? Bonjour à tous, je suis Jordan. Normalement, je joue à latéral droite. D'abord, dans ma première saison à PSV, j'ai aussi joué à central, défenseur central. Mais maintenant, je joue beaucoup à latéral droite. Mais je suis content pour jouer pour cette grande équipe comme Monaco. Et je vais faire tout, 100% chaque match, chaque entraînement. Et je suis ici pour gagner les matchs. C'est ça. L'AS Monaco FC qui figure pour l'instant à la 7e place après sa victoire 1-0 face à l'AS Saint-Etienne, mais qui pourrait s'emparer de la première place dès demain en cas de déconvenue du PSG ce soir face à Montpellier. L'art de la conduite avec le grand retour de la Formule 1 aux Pays-Bas à Zandvoort. Meilleur temps sous la pluie pour Lando Norris ce matin pour les premiers essais. Et c'est libre, le 13e temps pour Charles Leclerc. Cet après-midi sous le soleil, George Russell a été le plus rapide. Charles, 9e. Et plutôt fataliste au volant d'une monoplace bien loin des performances enregistrées à Monaco. La séance de qualification, samedi à 15h, le Grand Prix, dimanche à 15h. Le rugby à 7 est une deuxième étape cette saison à La Rochelle pour le Monaco Rugby Sevens. Après avoir été battu en demi-finale la semaine dernière d'un tout petit point, le MR7 visera à nouveau la victoire ce samedi et une qualification directe pour la grande finale de l'Inextinso 7 que Monaco, s'en souvient, avait dominé il y a 2 ans. Après une attente marquée par des conditions météo capricieuses, c'est ce matin que le jeune champion de 27 ans, champion suisse, Noam Yaron, s'est lancé dans un défi exceptionnel. Traverser la Méditerranée sur près de 180 km à la nage, reliant ainsi Calvi à Monaco sans sortir de l'eau. En plus d'être une véritable prouesse sportive et potentiellement le record de la plus longue nage au monde en combinaison dans de telles conditions, ce challenge représente aussi un engagement fort en faveur de la cause environnementale dont l'éco-aventurier a fait part il y a quelques jours au Prince Albert II de passage à Calvi. Arrivée prévue pour ce champion en principauté dimanche, en suivant, attention, les limites du sanctuaire Pélagos destiné à la protection des mammifères marins.
Le sport, tout un art, on vient de le constater. Et tout au long de ce week-end, vous avez l'occasion de retrouver, sous le chapiteau de Fontvieille, la 5e édition du Salon d'art contemporain. Pour en détailler son contenu et ses choix, son fondateur, Serge Beninca, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. On est ravis de vous retrouver parce que c'est un monde un peu particulier quand même, ce monde de l'art contemporain abordable en plus. C'est l'idée effectivement de proposer une sélection d'environ 3000 œuvres abordables, et l'idée c'est que les gens viennent, passent un bon petit moment, et s'ils ont un petit coup de cœur, qu'ils repartent à la maison avec une peinture, une sculpture, une photographie. Oui, pour un prix moyen qui varie quoi, entre 1000 et 10 000 ? Oui, c'est à peu près ça, mais on peut déjà trouver des choses à quelques centaines d'euros. Donc j'ai conscience que pour certaines familles c'est un budget, mais enfin dans l'art contemporain c'est ce qu'on appelle des choses abordables. Voilà. C'est un subtil mélange finalement entre exposants et galléristes. En fait, c'était le concept effectivement qu'on a lancé il y a 13 ans maintenant. On avait décidé de mélanger les artistes et les galeries. Les visiteurs adorent le contact avec l'artiste, ils peuvent parler de lui, de ses aspirations et autres. Et le galeriste, lui, est plutôt là un peu en conseil, si on veut faire quelques investissements. Donc ce milieu se mélange bien. Et même pour les galeristes, ça leur permet de nouer des contacts avec les artistes pendant les 3 jours de salon. Et pourquoi pas travailler ensemble dans les mois à venir. C'est ça, dans les mois à venir, souvent, on voit le résultat. Absolument, absolument. Ce sont des peintres, des sculpteurs, il y a des photographes aussi ? Voilà, c'est les 3 familles, peintres, sculpteurs et photographes, voilà. Très bien. Et pourtant, ça s'appelle Art 3F, mais ça ne veut pas dire ça du tout, puisque c'est un peu comme le marathon qui se disputait ici à Monaco avant. Vous êtes sur 3 pays, c'est bien ça, 3 frontières ? Oui, l'idée en fait, à la base, c'est une aventure humaine. On était une agence de com, et dans nos équipes, il y avait des artistes, et on avait décidé de lancer notre premier salon. Nous sommes tous originaires de Mulhouse en France, et Mulhouse, c'est la région des 3 frontières. À la base, on avait comme projet d'en faire qu'un. Le salon s'est donc appelé Art 3F, et puis il a rapidement eu beaucoup de succès. Nous avons été appelés par d'autres villes en France et en Europe, et 13 ans après, nous avons 21 dates, dont Monaco, où ça sera la 5e édition. C'est une riche idée. Vous l'avez dit, c'est décontracté, c'est populaire aussi, même si c'est une somme. Quelle est la tendance ? Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui ? Je ne sais pas, comme à l'époque, il y a du pop art, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est toujours un peu ça, parce qu'on n'est pas dans des périodes non plus, des plus faciles. Donc depuis 2-3 ans, c'est vraiment le pop art en force. Les gens aiment le flashy, le coloré. Mais voilà, c'est des modes, ça changera certainement. Mais actuellement, le pop art fonctionne très bien. Ouais. Mais au-delà de Monaco, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a peur que ça devienne triste. Donc finalement, on prend le contre-pied. Les artistes font de la couleur ? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des peintures plus sombres, qui sont certes de qualité, mais voilà, ça fait un peu moins envie. C'est vraiment lié à la période, et voilà, les gens veulent un petit peu de couleur, un petit peu de lumière. Alors ce week-end, nous aurons des gens qui ne seront pas forcément des acheteurs, qui viendront voir. Il y a quasiment 200 exposants, 3000 œuvres, donc il faut quand même prévoir 3-4 heures là, si on veut tout voir. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un petit coup de cœur et de repartir avec son œuvre d'art. Il y a des gens qui viennent le premier jour, par exemple ce vendredi comme samedi, et qui reviennent le dimanche pour dire « Ah, j'ai vraiment craqué quoi ». Ah oui, mais c'est une bonne question. Il y a même des gens qui viennent le vendredi, qui viennent le samedi et qui viennent le dimanche. Alors en fait, le premier jeu, c'est de mesurer à la maison pour voir si ça rentre. Et puis ceux du dimanche, c'est un peu les joueurs, quoi. On vient un peu négocier l'œuvre, parce que finalement tout se négocie, au risque, et ça arrive souvent, que l'œuvre soit déjà vendue. Il y a des œuvres magistrales, ou il y a simplement une petite œuvre qu'on peut mettre dans son salon, dans un coin de chambre ? Bon, il y a vraiment tout, et tous les prix. On aura tout ne sera pas entre 1000 et 10 000 euros. On a certaines galeries qui proposeront des combats, par exemple. Là, on dépasse quand même allègrement les 100 000 euros. Mais vous avez du petit format, vous avez des grands formats. Et puis le côté intéressant à Monaco, c'est qu'on a vraiment toutes les nationalités présentes. On a du coréen, du japonais, on a du russe. Alors c'est paradoxal actuellement, mais on a des exposants russes et des exposants ukrainiens. Mais enfin, ils cohabitent très bien, rassurez-vous. On a du chinois, on a des États-Unis. C'est vraiment. Et puis c'est intéressant parce que par exemple les Coréens et les Japonais, c'est des œuvres minimalistes, des très très petits formats, c'est un peu comme leur habitation. Donc ça donne vraiment des styles différents, et quand on collectionne, c'est toujours agréable d'avoir des styles et des formats différents. Serge Beninca, si je passe ce week-end et que j'ai envie de voir votre coup de cœur pour mieux comprendre votre philosophie et cet ADN que vous avez en vous pour l'art contemporain, vous me conseillez un artiste, 2 artistes, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous avez un coup de cœur par exemple?
Alors, je vais vous dire un secret, c'est que volontairement, moi, je ne fais pas partie du comité de sélection. D'accord. Et mon plus grand plaisir, parce que là, je suis à quelques minutes de faire mon premier tour, en fait. Ouais. Et malheureusement, mon coup de cœur, je pourrais vous en parler, vous pourrez vous en parler demain. Voilà. Mais moi, c'est mon plus grand plaisir, ou dimanche, c'est mon plus grand plaisir, c'est de faire mon petit tour. Effectivement, j'ai toujours. Alors, vous savez, j'ai un métier qui est très compliqué, hein, parce que je fais 21 salons par an. J'ai chaque fois 3 ou 4 coups de cœur, et c'est mon banquier qui fait un petit peu, passez-moi l'expression, qui fait un peu la gueule. Hein. Pour conclure, je vais vous citer un philosophe célèbre. C'est une question piège. Hein. Vous allez devoir deviner l'auteur. Ça vous va comme petit défi? On peut essayer. Le prix ne fait pas l'émotion. Oui, le prix ne fait pas l'émotion. C'est de vous. Là, oui. Exactement. C'est pour ça que vous n'avez pas parlé avec votre banquier. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser de côté le snobisme et on peut avoir plus d'émotion avec une peinture à 500 € qu'avec une sculpture un Jeff Koons à 30 millions d'euros. Ah, oui, mais c'est mon opinion. Oui. Jeff Koons, ça coûte très cher, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre vous voir, tout simplement, chapiteau avec notre équipe Monaco Info. Puis demain, on regardera votre coup de cœur ensemble sur Monaco. Allez, Info, avec grand plaisir. Vous faut. Merci mille fois d'avoir été avec nous. À vous. Très bon salon jusqu'à dimanche. Merci et bonne soirée, merci. Nous vous emmenons à présent à la découverte de la société Revelli, une entreprise familiale monégasque qui a su élever le déménagement au rang d'art, justement. Depuis plusieurs générations, elle a transformé chaque transition de vie en une expérience sur mesure. Immersion dans les coulisses d'un savoir-faire où chaque détail compte. Reportage de Vanessa Dessy avec des images de Camille Caloni. À Monaco, elle incarne l'exemple parfait de la réussite bâtie sur l'excellence. Créée il y a plusieurs décennies par une famille visionnaire, la société de déménagement Revelli s'est d'abord forgé une réputation locale avant de rayonner bien au-delà des frontières de la principauté. L'entreprise Revelli, elle a été fondée en 1903 par mon trisaïeul. À l'origine, c'était donc Horace Revelli qui a démarré l'activité. Puis ça a enchaîné et s'est succédé plus de 5 générations, donc moi j'en suis la 5e aujourd'hui. Et elle a passé les 2 guerres, la maison Revelli a réussi à outrepasser aussi les crises pétrolières, historiques et économiques de l'histoire de la France. On a pu aussi se développer sur Paris et d'autres agences. Ce n'est que dans les années 90, quand mon père a repris l'activité, qu'on s'est reconcentré sur le bassin niçois et le bassin mentonais. Et enfin, c'est dans les années 2000 qu'on a commencé à vouloir justement... entre guillemets, s'introduire dans le marché monégasque et pour pouvoir commencer à faire des chantiers et apprendre et se développer sur ce territoire intéressant. Le métier de déménageur, autrement perçu comme une simple tâche logistique, a connu une profonde transformation, surtout dans le secteur du luxe. À mesure que les attentes des clients haut de gamme se sont élevées, la société Revelli a su s'adapter. Le déménageur devient alors un artisan chargé de transporter non seulement des objets, mais aussi des souvenirs, des œuvres d'art, des collections rares et parfois même des trésors familiaux inestimables. Le marché monégasque, c'est un marché très dynamique. C'est un marché qui bénéficie d'un appel d'air d'une clientèle étrangère, bien sûr, avec un fort pouvoir d'achat et avec des exigences qui ne sont pas les mêmes que celles que la clientèle qu'on peut rencontrer dans d'autres communes autour de Monaco. C'est à la fois un challenge parce que c'est des attentes de clients qui sont vraiment très difficiles parfois à pouvoir justement répondre. Et c'est aussi une facilité pour nous puisque ça nous permet de progresser et d'apprendre sur tous ces points-là, sur des choses qui sont vraiment spécifiques au territoire monégasque. Aujourd'hui, la maison Revelli est bien plus qu'une entreprise de déménagement. C'est un symbole de confiance et de qualité reconnue en principauté. Une success story qui continue de s'écrire, portée par la passion d'une famille. Elle forme, dans cette discipline, le trio parfait et non qu'une seule idée en tête, être classée parmi les meilleurs au championnat du monde de gymnastique acrobatique. Les 3 jeunes prodiges s'envoleront pour le Portugal au mois de septembre, où elles représenteront Monaco dans la catégorie senior. Théo Schumer et Olivier Bonello sont allés suivre leur entraînement à un mois du grand départ maintenant. Ilona, Louane et Louise sont 3 jeunes gymnastes qui sont déjà passés maîtres de leur art. 4e place au championnat de France, déjà classés dans le top 20 mondial de la discipline. Et dans un mois, ce sera le championnat du monde à Guimarães, au Portugal. Un parcours brillant aux 4 coins du monde et qui laisse aujourd'hui une véritable fierté. On a fait plusieurs stages d'entraînement. L'été dernier, on est parti aux États-Unis et cet été, on a fait notre reprise à Val d'Isère.
À côté de ça, on a aussi fait des compétitions internationales, des meetings. L'année dernière, on est parti à Turin et cette année, on a fait un meeting à Maia au Portugal. C'est le résultat de notre travail pendant 2 ans, donc on est vraiment très impatiente de représenter Monaco. Alors pour continuer sur leur lancée, l'entraînement est de rigueur. Dans la grande salle du Femina Sport de Monaco, c'est leur coach Rémi qui les prépare. On a repris il y a 1 mois, donc il y a 4 semaines. On a fait un stage en altitude qui nous a bien remis dedans. Et maintenant, tout doucement, on commence à reprendre les difficultés maximales, en fait les difficultés que l'on va présenter au championnat du monde. Des difficultés sur lesquelles travaillent sans relâche les 3 filles à travers 3 sortes de routines. La première, c'est le statique, donc ce ne sont que des maintiens, des figures que l'on tient 3 secondes, des équilibres, des équerres. La deuxième routine, ce sont des figures dynamiques, donc c'est que des figures en mouvement, des sauts périlleux, des saltos, des vrilles. Et la troisième routine, c'est un combiné des deux, donc il y a des figures statiques que l'on maintient et des figures dynamiques, des saltos. Elles sont vraiment dans une bonne forme. Elles pourraient avoir des très bonnes notes si elles arrivent à reproduire ces routines-là au championnat du monde. Les 3 prodiges ont rendez-vous au Portugal entre le 19 et le 22 septembre prochain, où elles espèrent encore continuer de briller. Et puis ce soir, nous vous emmenons au cœur d'un havre de paix, un sanctuaire où la vie s'épanouit, où chaque naissance est un événement. Une de nos équipes a visité le parc animalier de Fontvieille. Découvrez ses instants magiques et ses espèces rares. Reportage de Vanessa Dessy et de Serge Prémont. Bien plus qu'un simple parc animalier, c'est une promesse de renaissance. Sous le regard bienveillant des soigneurs, chaque animal réapprend la douceur de vivre. Le parc, il fait 1 hectare. Il est situé juste sur la nouvelle aile du palais. Sur 4 niveaux, on présente à peu près 50 espèces d'animaux pour à peu près 400 animaux. Ils viennent de saisies de douane, des abandons, ils viennent aussi d'échanges entre parcs zoologiques et de naissances qui ont lieu sur place. Au cœur de ce sanctuaire, la nature offre un spectacle incessant de renouveau. Depuis avril dernier, le parc animalier célèbre une 60aine de naissances. Parmi elles, 4 chauves-souris, 2 élégants flamants roses et une rare couleuvre de jade. Un serpent dont moins de 8 parcs en Europe peuvent se vanter d'en posséder. Des pigeons de Nicobar côtoient une 40aine de canards, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Pendant ce temps, les ibis rouges, fidèles à leur rituel, nichent patiemment, attendant l'éclosion imminente de leurs petits. Concrètement, dans la majorité des cas, on laisse faire des choses. Donc on laisse les parents s'occuper. Si jamais c'est leur première ponte ou leur premier petit, très souvent ils abandonnent ou l'élevage se passe mal, mais on est obligé de laisser faire, parce qu'en fait ça fait partie de l'apprentissage. Donc en fait, si on prélève à chaque fois les petits, ils ne sauront jamais comment élever les petits. Donc des fois, c'est assez difficile de laisser une couvée, par exemple, à des parents, sachant qu'elle va être plus ou moins perdue. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage des parents. Donc ça, c'est important pour le jour où ces animaux seront éventuellement réintroduits dans la nature ou repartiront dans d'autres parcs. Il faut qu'ils sachent élever leurs petits naturellement. Le parc animalier participe à des programmes d'élevage européens afin de permettre de réintroduire certaines espèces dans la nature et d'obtenir une véritable mixité génétique. Le travail du céramiste français Roger Capron des années 50 a trouvé un nouveau souffle dans la galerie des Salines avec en exergue des décors sous-marins entièrement restaurés. Visite signée Sarah Nkari. Des poissons, des algues et des crustacés, le thème de la mer s'est imposé comme une évidence pour ce magnifique décor en céramique réalisé à l'origine pour sublimer la plage du Larvoto en 1968. Mais suite aux travaux de restructuration du site, l'œuvre a été retirée en 2019, l'occasion pour les services de l'État de procéder à sa restauration. Les émaux ont été, ont été retravaillés, il y avait des manques donc, qui ont été complétés, des nettoyages déjà, à l'avant, à l'arrière, et tous les éléments qu'on a pu récupérer d'origine ont été réintégrés, et d'autres ont été rajoutés, mais de manière extrêmement discrète, et l'ensemble a été émaillé à nouveau. Après cette intervention minutieuse de 3 ans, l'œuvre a été transférée dans la galerie des Salines. Ainsi, les passants, quels qu'ils soient, peuvent admirer dans cette liaison piétonne entre le jardin exotique et le quartier de Fontvieille le travail de l'artiste décédé en 2006, lui qui tenait tant à, je cite, « faire du beau à la portée de tous ».
L'idée première, c'était une commande du gouvernement à l'époque, avec un cahier des charges très précis, évoquer l'univers marin en proximité de la plage, mais surtout de partager avec le grand public. Donc les réintégrer ici aujourd'hui dans la Galerie des Salines, c'est être fidèle au projet d'origine et surtout à l'intention de l'artiste, de permettre à ses œuvres d'être vues et partagées avec le plus grand nombre. Pour cette commande, Roger Capron a utilisé un système en dents de scie appelé WM afin d'obtenir un effet de profondeur et un résultat plus que jamais dans l'air du temps. Il y avait une certaine modernité, je pense, et Régnier avait aussi une certaine modernité. Je pense que c'est pas pour rien que Régnier a commandé ce genre de choses pour Monaco. C'était des œuvres qui étaient entièrement dans la tendance artistique, puisque ça faisait partie de ce qu'on appelle le Hop Art. C'est pour ça que je crois qu'ils ont été sélectionnés et prisés par des personnes qui étaient intéressées par la modernité. Je crois que l'exemple de Monaco, du fait que la princesse vienne, etc., pendant l'expo de Barcelone, ça montre bien qu'il y a un intérêt pour des choses actuelles, pour des artistes actuels aussi, et de voir à la fois Barcelone et Capron au même moment, c'est bien. En effet, à quelques pas de là, séparés de la galerie par 2 ascenseurs, se trouve la Villa Paloma où le public est invité à contempler le travail de Miquel Barceló, lui aussi peintre et céramiste, qui plus est a placé la mer au cœur de son travail. La boucle est bouclée. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Théo Schumer. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. C'est une météo un peu capricieuse qui vous attend pour votre week-end. La journée de demain sera majoritairement ensoleillée, même si quelques nuages pourront faire leur apparition dans le courant de la matinée. En revanche, l'après-midi sera bien plus dégagé. Mais tout va changer pour votre journée de dimanche avec le retour d'une dégradation, ce qui veut dire des nuages et encore des nuages, donc profitez de votre samedi. D'autant que les températures, elles, seront toujours aussi agréables. 22 degrés pour ce samedi matin, 28 pour l'après-midi et jusqu'à 27 degrés dans l'eau. Vous voyez donc des conditions idéales pour votre début de week-end. Demain, le 24 août, un peu d'histoire, nous fêterons la Saint-Barthélemy. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec le retour sur Monaco Info de la table des matières. Votre rendez-vous culturel en compagnie de Geneviève Berthy et de Françoise Gamerdinger. Numéro inédit ce soir, 19h30, Barcelone, Capron, la mer au centre de l'expression artistique de Monaco, avec comme invité Björn Wahlström et Chantal Thomas. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.